Alors, merci beaucoup. Merci, merci d'être là. Merci de nous donner la parole. On a la lourde tâche de commencer. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Bien remis de notre très belle soirée d'hier. Merci, merci à vous. On va peut-être commencer par une idée. Oui, oui. Et donc, on va le faire à deux voix. Je suis Nathalie. Elle est Fabienne. Je suis Fabienne. Et bonjour. Pour bien commencer, on va déjà essayer de vous transporter un petit peu quelque part au-delà de ce bateau qui nous emmène sur l'Erdre et qui nous fait faire des pirouettes. On fait des demi-tours. Pour l'instant, ça bouge pas trop. Moi, je craignais un petit peu, mais ça va encore. Si vous me voyez me tenir comme ça, c'est que je suis pas une spécialiste de la plaisance, moi, là-bas. Donc, on va commencer. On va essayer de vous emmener quelque part avec une première vidéo. Voilà, donc c'était pour initier un peu ce dont on va parler ce matin. D'après vous, c'est quoi le point commun de tout ça, de tout ce qu'on vient de voir là, de toutes ces images? Les émotions, évidemment. Vous avez vu, il y a des émotions qui sont collectives, il y a des émotions qui sont individuelles, il y a des émotions qui sont personnelles, il y a des images qui sont des images de toute la société entière qui se met à applaudir ensemble les médecins à un certain moment. Voilà, il y a plein de choses. Les émotions, c'est extrêmement varié, multiple, riche. Et c'est ce sur quoi on travaille chez BVA parce que justement, c'est varié et on a essayé de structurer tout ça. Et Fabienne va vous expliquer comment on fait. Voilà, donc effectivement, chez BVA, on est expert de l'expérience client et des sciences comportementales. Et les sciences comportementales nous expliquent justement en quoi et pourquoi l'émotion, c'est important. Et en fait, pour simplifier, pour schématiser, les émotions sont importantes à deux niveaux. D'abord parce qu'on va le voir, elles guident chez nous, chez tout être individu, être humain, nos émotions, elles nous guident sur nos actes et nos comportements. Et aussi, on va le voir, c'est parce qu'elles sont génératrices des souvenirs. Alors celui qui en parle très bien, que vous connaissez peut-être, s'appelle Daniel Kahneman. Nous, c'est un expert en psychologie cognitive et en économie comportementale. Et il a eu le prix Nobel d'économie en 2002 pour justement tous ses travaux sur le jugement et les prises de décision. Donc en fait, ce qu'il nous montre, et c'est peut-être étonnant, mais c'est qu'en fait, nous ne sommes pas des homo economicus, très rationnels, nous sommes plutôt des êtres humains empreints d'émotions et d'habitudes. Donc en fait, le Superman qui comprend tout, analyse tout, oui, quelque part, mais surtout de l'émotion et des habitudes. Ce qui nous montre aussi, c'est que nous avons une pensée à deux vitesses. Donc il a écrit dans un livre qui s'appelle Système 1, Système 2,
que je vous recommande, que nous vous recommandons à la lecture, parce qu'il explique très bien, effectivement, que nous avons une pensée double, donc avec un double système. Le premier, un système rapide, intuitif, inconscient. Alors, si vous voulez découvrir votre système 1, par exemple, je vais vous dire 2 fois 2. Ce qui se passe dans votre cerveau, c'est ça. C'est votre système 1 qui est en train de vous parler. Rapide, intuitif. Et à côté, un système 2, beaucoup plus lent, conscient, réfléchi, logique. Et là, je vais vous appeler votre système 2 en disant 37 fois 42. Là, je pense qu'on a bien découvert. Pardon? Ah non, à part quelques-uns si vous me dites que vous l'avez de manière spontanée, alors vous avez un système incroyable. Et en général, on se dit tous, en tout cas moi, quand je parle avec mes amis, ils me disent « Oui, mais moi, je suis très système 2 ». Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment. Moi, je suis plutôt rationnel. Alors, on croit tous qu'on est système 2. En fait, il faut vous dire que notre pilote automatique, alors j'ai dit automatique, c'est le système 1. Et tant que le système 1 est confiant, en fait, le système 2, qui aime bien finalement s'économiser, il valide. Puis quand le système 1 ne sait pas, comme 37 fois 42, là, il vous dit à toi, système 2. Donc, ce qu'on s'est dit, pour aller plus loin, il faut découvrir système 1, système 2, et peut-être, comme dans les sciences comportementales expérimentées, on a eu envie de faire un petit jeu. Puis c'est aussi parce que c'est le matin, ça va nous permettre de nous réveiller. Enfin, vous avez l'air tout à fait en forme, hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous réveiller, mais néanmoins, on a un petit exercice. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire 30 secondes sur 2 petites énigmes. Alors, ça peut être des énigmes, je ne sais pas, vous imaginez un dimanche soir, un de vos enfants qui vient vous poser le problème, parce que vous allez voir, c'est assez simple. Mais néanmoins, je vous demanderai d'être honnête avec vous-même et de voir comment vous avez réagi, puis on verra après. Donc, alors, le premier... Moi, je n'ai pas pris mon téléphone pour regarder mes mails. Mon téléphone pour vous chronométrer, parce que ça ne rigole pas avec nous. Quand on dit 30 secondes pour 2 exercices, vous allez avoir... Pardon. Vous allez avoir 15 secondes pour résoudre la première énigme et 15 secondes pour résoudre la deuxième énigme. Et moi, je suis le maître du temps. Vous êtes prêts? On y va? On y va. Donc, je vais lire, hein, parce que pour ceux qui sont au fond, une balle de baseball coûte 1,10 €. Sachant que la batte coûte 1 € de plus que la balle, combien coûte la balle? 8, 9, 10, on laisse trop de temps, là. 11, 12, 13, 14, 15. Vous gardez dans votre tête. Maintenant, un autre exercice, une autre énigme. Si 5 machines mettent 5 minutes pour faire 5 produits, combien de minutes faudrait-il pour 100 machines pour faire 100 produits? Un peu moins de temps, je sens que c'est... Je suis à 26, 27, 28, 29, 30. Ok. C'est bon? Vous avez 2 chiffres en tête? On va pas faire d'interrogation. Non, non, c'est pour vous, hein. Alors, vous êtes plutôt A ou B? Est-ce que vous voyez au fond, je ne sais pas, où je vous dis le A? Le A, c'est 10 centimes 100 minutes et le B, c'est 5 centimes 5 minutes. Alors, on va dire, par exemple, les gens qui sont A, au hasard, hein. Vous pouvez le monter bien haut pour qu'on voit? Oh, c'est bien parce que... C'est assez partagé. Et c'est assez... Alors, vous pouvez descendre du bateau. Mais pourquoi vous dites ça? Mais pas du tout. Ils sont hyper intuitifs, c'est fabuleux. Exactement, c'est fabuleux. Et donc, effectivement, le A, c'est le système 1, votre fameux système 1. Et je pense que, honnêtement, parce qu'on a laissé... Moi, je réponds système... Enfin, je réponds la réponse A aussi. Et sachez que dans les plus grandes universités américaines, Stanford et compagnie, c'est pareil, hein. On est tous des humains. Donc, vous avez répondu comme la moitié des élèves de Stanford. Donc, bravo. Donc, voilà, c'est pour vous faire comprendre, effectivement, l'importance du système 2, du système 1, justement, et l'importance des émotions quand vous prenez des décisions et quand vous agissez, donc par rapport à vos comportements. Donc, ça, c'était la première idée importante. Ah, pardon. Alors, juste,
Excusez-moi. On vous donne une séquence de rattrapage. C'est pas une séquence de rattrapage. Enfin oui, quelque part, mais c'est pour vous montrer ce que je disais à l'instant. Et je vous expliquerai après. Voilà, un dernier exemple, sans commentaire. Vous arrivez à lire au fond? Vous levez la main quand vous avez trouvé, d'accord? Bravo. 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 Le système 2 est passé. Le caméraman qui joue. Alors, encore beaucoup qui sont en train de chercher, je pense. Hein. Guillaume? Et il y en a qui vont descendre du bateau. Hein. Ah, là-bas au fond. Bon, moi, j'ai vraiment mis un temps fou à le trouver. Nous aussi. Hein, En fait, à un moment, votre système 1, il dit « je sais pas », donc il y a le système 2 qui prend le dessus. Et il faut juste lâcher en se disant « C'est bon ?» Donc, comme on est un peu pris par le timing, voilà, l'erreur, elle est là. Il y a 3 R. Donc, on pourra... Il y en a même 4 ? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bien joué. Et on pourra en reparler après. Donc, voilà, ce qui est intéressant et important de retenir, c'est que les émotions, voilà, et l'intuition... La deuxième idée importante, et on va y revenir longuement, et que, à mon avis, vous avez, et vous le ressentez tous, c'est qu'au-delà de guider nos émotions, nos comportements et nos actions, c'est que les émotions, elles sont importantes parce qu'elles génèrent le souvenir. Et le souvenir, c'est ce qui crée le lien. Donc, c'est fondamental dans tout ce qu'on fait en termes de relations. Donc, créer des émotions positives, c'est ce qui va laisser des souvenirs et ce qui va renforcer la relation. Là, on parle de tout type de relations. Et dans la relation parents-enfants, avec les amis, avec les collaborateurs, et évidemment aussi dans la relation commerciale, mais on y reviendra un peu après avec Nathalie. Donc, ce qui est important, c'est ça. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est cette quote de Maya Angelou, que vous connaissez peut-être, mais qui illustre bien ça sur la partie émotionnelle de l'expérience. C'est « Je sais ce que les gens oublieront. Je sais que les gens, oublieront ce que vous avez fait et ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais les émotions que vous leur avez fait vivre. » Et je pense que l'événement qu'on vit depuis hier, je pense que voilà, vous le ressentez. Vous vous souvenez certainement de ce qui a été dit ou fait, mais surtout ce que vous avez ressenti. Et je pense qu'on ressent énormément de choses depuis hier et encore aujourd'hui. Donc, on va revenir à Daniel Kahneman. C'est que, puisque la mémorisation et les souvenirs sont importants, c'est comment mémorisons-nous les expériences que l'on vit. Daniel Kahneman, dont je vous parlais tout à l'heure, a élaboré et explique ça par une règle qu'il appelle la règle du big end, qui est illustrée ici, et qui en fait il nous explique que nous ne mémorisons pas tous les événements que nous vivons dans une expérience, parce que ça serait trop compliqué pour le cerveau d'enregistrer tous les instants. Mais ce qu'on va retenir, c'est les moments les plus intenses. On va les privilégier, on va les sélectionner. Alors, ils ne sont pas forcément les mêmes selon les individus, mais en tout cas, chaque individu va retenir les moments les plus intenses. Donc, un moment positif, parfois des moments négatifs aussi, et aussi le dernier. Donc, c'est ça qui fait la mémorisation. La règle du pick end que vous voyez illustrée sur le slide. Donc, in fine, si on veut réussir à créer la relation, il faut créer des souvenirs, et pour créer ces souvenirs, il faut réussir à créer des pics émotionnels. Comment, et on y vient, comment réussir à créer ces pics? Là, on va s'appuyer sur les travaux de 2 frères, 2 Américains, qui travaillent l'un à Duke et l'autre à Stanford, et qui ont écrit un livre qui s'appelle The Power of Moment. Je peux vous le montrer, parce qu'on en a amené, je vous le montrerai après, mais on en a amené quelques exemplaires qui s'appellent Le pouvoir du moment, The Power of Moment, et qui ont analysé en fait l'ADN des moments remarquables. Parce qu'ils expliquent les expériences réussies, il y en a, mais des expériences marquantes, c'est assez rare. Les expériences dont on se souvient, c'est assez rare. Et pour réussir à créer ces expériences marquantes, vous le disiez tout à l'heure, Guillaume, il y a 4 ingrédients. Ils ont trouvé 4 ingrédients dans l'ADN. 4 ingrédients qui forment le mot épique,
qu'on va voir juste après, basé sur ces 4. Alors nous, chez BVA, on appelle ça des épices, parce que ça permet de relever l'expérience, sur 4 noms. Et on va les voir maintenant. Donc l'élévation, le pride, l'insight et la connexion. Alors c'est un peu de l'anglais, mais on va voir ça tout de suite. Donc c'est comment rendre les moments marquants, comment faire qu'ils aient du sens, puisqu'on est là sur la quête de sens, comment réussir à les rendre mémorables. Donc le premier ingrédient, c'est l'élévation. On va les passer un peu en revue derrière, mais c'est tout ce qui va créer la surprise. Le pride, c'est tout ce qui va créer un moment de fierté. L'insight, c'est tout ce qui nourrit votre curiosité. Je pense qu'on va trouver des exemples, mais par rapport au speaker d'inspiration hier, je pense qu'on a eu pas mal de moments d'insight. En tout cas, personnellement, moi, ma curiosité a été bien nourrie. Et puis des moments de connexion, donc tout ce qui va permettre de créer le lien. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est typiquement un grand moment de connexion. Donc l'élévation, c'est tout ce qui permet de surprendre la personne. Alors on avait envie c'est un truc entre nous, on s'est dit tiens, on va changer, on va dire tiens Nathalie, tu peux nous expliquer un petit peu l'élévation, parce qu'on va casser un peu la routine. L'élévation, c'est de marquer une rupture. Nous, on marque une petite rupture avec un changement de parole. C'est pas vraiment la grosse rupture, mais l'élévation, c'est faire que d'un seul coup, on se surprenne, que la personne se dise « Ah, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. » C'est un moment, c'est plus la routine, c'est quelque chose de différent. On fait tous les jours le même trajet et puis d'un seul coup, on change de trajet. On prend une autre route. Il se passe quelque chose sur notre route. Ça peut être des toutes petites choses comme des choses très importantes. On l'a vu tout à l'heure. Hein, les émotions, elles peuvent être générées parfois par des choses minimes, très simples, mais qui vont d'un seul coup, là encore, se dire que ce qu'on fait de façon habituelle, inconsciente, routinière, etc., eh ben, ça va s'arrêter. Donc, il y a des techniques pour ça. Et je vais reprendre un exemple qu'on m'a donné hier soir, parce que dans les techniques, il y a le jeu, qui peut être une technique, en fait, de créer un peu de suspense, de créer un jeu, c'est une façon de pimenter le quotidien. Et donc, quand on fait son plein d'essence, on peut, par exemple, s'amuser à jouer comme au casino et à regarder le prix qui défile un peu plus vite que d'habitude ici, et d'essayer de arrêter pour que ça fasse un chiffre rond. Et ben ça, c'est casser la routine. Ça, c'est un moment, donner une petite épice dans l'expérience qu'on vit. Ce sont des petites choses, mais vous voyez, ça peut être ça. Et merci pour l'exemple. Et voilà. Donc ça, c'est l'élévation. C'est cette première chose. C'est pas nécessairement faire des fois, on dit c'est dépasser les attentes des clients. C'est pas en donner plus, c'est pas en donner énormément. C'est faire que ils s'arrêtent et ils se disent « Ah, je m'attendais pas à ce qui s'est passé ». Et puis le deuxième qui est Pride, donc c'est faire qu'on se sente unique. Et ben c'est quand on a réussi à tomber sur un chiffre juste quand on a fait le plein. Et ben on est quand même drôlement fiers d'avoir réussi. Donc là c'est le Pride. Là aussi il y a plein de choses qui permettent d'avoir ces petits moments de fierté parce qu'on a réussi à trouver l'erreur tout à l'heure, parce qu'on a réussi à faire quelque chose dont on pensait qu'on n'y arriverait pas, parce qu'on a dépassé une petite peur qu'on avait. Voilà, il y a plein de raisons. Et ça, c'est la deuxième épice, c'est le Pride. On pourra en reparler, mais il y a plein d'exemples aussi dans ce qui a été donné hier dans les speeches d'inspiration. Je pense aussi à ce que nous expliquait Michael sur le jeu des assiettes. Je pense qu'il y a un côté élévation et Pride qu'on sent. Le troisième épice, donc c'est l'insight. Bon, on y vient. Nourrir la curiosité de la personne, c'est tous les moments eureka, en fait, quand comme Archimède, quand on arrive à résoudre un problème. C'est cette joie qu'on peut, finalement, une joie qu'on peut éprouver quand on arrive à comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas avant. Alors, c'est aussi un moment de révélation, quand on comprend quelque chose, pas seulement sur le monde, mais aussi sur soi-même. Ça peut arriver, j'espère que ça vous arrive, ou ça vous est arrivé quand vous comprenez que c'est la bonne personne pour vous. Ça, c'est un moment d'insight, on comprend des choses sur soi. Donc ça, ce sont des moments aussi très importants. Et puis le dernier, répice, c'est la connexion. Donc je pense qu'elle est fondamentale et on le ressent tous. On a voulu, effectivement, comme dans la vidéo émotion,
mettre l'image pendant le confinement, quand on se réunissait tous à 20h. Voilà, c'était un moment, voilà, on était tous ensemble avec moment de partage et avoir envie, avec l'envie aussi de soutenir les professionnels de santé. Donc il y avait un sens à tout ça, à ce moment de connexion. Donc on vient de voir effectivement donc, que les épices fondamentales pour créer donc, des pics émotionnels et donc créer des souvenirs. Ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que évidemment on peut se dire que tous les moments sont importants finalement dans la vie, mais il y a quand même 3 moments particuliers sur lesquels il est bien de marquer et ceci avec des épices. Ces 3 moments à privilégier, donc c'est des moments, j'allais dire, génériques, hein, pas forcément par rapport à leur relation commerciale, mais on va faire le parallèle dans un instant. Le premier, c'est tout ce qui va être sur les moments de transition, donc tout ce qui est mariage, naissance, voilà, les étapes de transition. Alors, nouveau travail, ça peut être un nouveau projet aussi pour des collaborateurs, ou la fin d'un projet aussi. Ensuite, des moments jalons. Donc, on pense évidemment aux anniversaires, à son anniversaire. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a combien de personnes parmi vous qui posent sa journée le jour de son anniversaire? Il y en a quelques-uns. Et en fait, on se rend compte moi, je rencontre de plus en plus de gens qui, effectivement, ce jour-là, ont décidé de marquer. Et donc, je ne vais pas dire qu'ils cassent la routine, non. Mais en tout cas, ils ont décidé de faire de ce moment, de ce jour-là, quelque chose de particulier. Voilà. Ils ont décidé, voilà, j'ai envie de reprendre l'expression d'hier, ils ont décidé d'être vivants, voilà, de passer un bon moment ce jour-là. Et puis, le dernier type de moment, c'est les moments où on est un peu en difficulté. Alors, ça va vous parler, ça nous parle tous aussi en termes de relations clients, mais finalement, les moments où on est en difficulté, ça fait partie des moments sur lesquels, justement, c'est là qu'il va falloir mettre de l'émotion et des pics positifs pour finalement transformer la difficulté et le down en quelque chose de très, très, très positif. Donc voilà, on voulait vous montrer ces moments, les épices. Et puis maintenant, on va rentrer dans on va l'adapter, on va focuser sur la relation commerciale par des exemples et des chiffres qu'on peut avoir chez BVA. Oui, parce que là, effectivement, le travail qui a été fait par les 2 frères a été fait sur les relations humaines en général, sur nous en tant qu'individus et nous dans notre système avec d'autres individus, proches ou pas proches. Et en fait, l'idée a été pour nous chez BVA d'adapter ce modèle, d'adapter ces recherches et les recherches académiques qui ont été faites pour véritablement l'appliquer à la relation client. C'est-à-dire qu'on se dit que la relation client, c'est du business, mais c'est surtout des hommes et des femmes qui interagissent avec d'autres hommes et d'autres femmes. Alors, dans le milieu de l'entreprise, entre les collaborateurs, dans les clients, et qui plus est, quand on est à un service de relation client, c'est déterminant. On est sur une interaction où il y a effectivement ce qu'on va pouvoir faire comme réponse. Est-ce qu'on va réussir à régler le problème ou pas régler le problème? Mais il y a tout ce qu'il y a autour. C'est chargé d'émotions et comment on va réussir à utiliser à bon escient. C'est pas manipuler, c'est juste utiliser à bon escient ces émotions, ou en tout cas de façon peut-être un peu plus consciente que ce qu'on fait, parce qu'en fait tout ça on le fait en fait inconsciemment. On a ce réflexe du jeu, on a ce réflexe de la surprise, on a ce réflexe d'essayer d'expliquer à la personne et de lui raconter et de lui apporter le pourquoi et de faire qu'elle se souvienne et qu'elle se raccroche en se disant ah d'accord, ok, j'ai compris où il était le problème et maintenant je comprends pourquoi on peut me le résoudre. Donc on a adapté tous ces éléments et on a travaillé sur ces 4 épices, comme on dit, pour voir comment on pouvait dans l'univers de la relation commerciale les utiliser et les prendre en compte. C'est toi qui a la zapette, voilà. Merci. Donc on a non seulement travaillé sur comment utiliser et quand on doit créer des relations, on a des cartes pour chacune des épices. Chacune des épices sont elles-mêmes divisées en sous-épices. On n'a pas le temps là de le voir, mais il y a différents drivers dans chacune d'elles pour pouvoir avancer. Donc on les utilise quand on est en train de créer
des expériences, quand on est en train de créer des scripts pour les équipes clients, mais on les utilise, ou des scripts, pas au sens strict, hein, parce que ça se fait plus. Mais on les utilise aussi quand on veut mesurer la relation client. Et en fait, on a là des résultats qui vous présentent en fait des scores de NPS. Donc on est sur l'assurance habitation sur 3 pays, l'Angleterre, la France et l'Italie. Et vous avez ici la différence du NPS entre des clients qui n'avaient pas d'épices. Donc quand on leur a demandé, on ne leur pose pas la question comme ça. Mais quand on leur demande est-ce qu'ils ont vécu de l'élévation, est-ce qu'ils ont vécu du Pride, est-ce qu'ils ont vécu de l'insight ou de la connexion, ben, y a ceux qui nous répondent non. Alors on peut être à un moment donné ou en général sur une relation, qui ont, vous voyez, des NPS de moins 38, moins 32 et moins 21. Et ceux qui nous répondent au moins oui quelque part, on passe à plus 10, plus 36, plus 47. Donc on a 50, 60 points d'écart de NPS entre quelqu'un qui a ressenti une de ces émotions et ceux qui ne l'ont pas ressenti. Donc c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas que de la théorie, ça fonctionne réellement. Et on le voit parce qu'on a été un petit peu plus sur la réclamation, qui est un temps un peu plus sensible. Donc on a été sur la réclamation et on voit que quand on demande aux personnes les émotions qu'ils ressentent au moment où ils appellent un service client pour une réclamation, vous voyez qu'on a des choses quand même assez contrastées. C'est pas gagné en fait. Il y a toujours un petit peu, là aussi il y a un petit peu de tension. On peut être agacé, déçu, mais on peut aussi être... Je prends la zapette parce que je ne sais pas quand tu passes et ça me perturbe. Elle me fait des petites surprises, elle me fait de l'élévation, elle a changé de salle et je ne le savais pas. Donc on va avoir des émotions... Non, c'est bon. On va avoir des émotions un peu contradictoires. Et là aussi, vous avez, comme tout à l'heure, des résultats de NPS entre ceux qui ont eu une émotion au moment de la réclamation et de l'appel au service client pour une réclamation, et ceux qui ne l'ont pas eu. Et vous voyez que de la même façon, on va avoir beaucoup plus de promoteurs et beaucoup moins de détracteurs. On arrive à enlever les gens particulièrement mécontents à la fin de ce contact, et non seulement à enlever les mécontents, mais vraiment à apporter une dimension supplémentaire et à faire qu'on a des niveaux de promoteurs qui commencent à être vraiment très très bons. Quand on est à 39 de promoteurs, c'est quand même très très bon. Donc ça marche. Alors comment on fait pour que ça marche ? On le fait d'autant plus que, en fait, on a aussi pu observer que ce contact au moment du service client va être déterminant. Vous voyez les scores qu'on a ici, on est selon les cas de figure à 9 clients sur 10 qui disent que ça va être déterminant dans sa décision d'achat, dans sa décision de non-achat si ça s'est mal passé, dans la relation qu'il va avoir. Donc, il ne s'agit pas de se louper, en fait. On a là un moment, un moyen qui peut être un moment qui va véritablement transformer quelque chose dans l'engagement du client, positivement ou négativement. On va essayer quand même de le faire positivement. En général, c'est plutôt positivement, mais il y a un gros risque. Alors, comment on le fait ? Encore une fois, on le fait de façon inconsciente. On a repris ici quelques exemples qu'on a pu observer, puis il y en a plein, mais on va adapter les exemples au timing. Ça, c'est le début du confinement. Je pense que vous l'avez vécu quand effectivement on s'est retrouvé sur les canapés chez soi, dans des positions pas toujours très très pratiques, très bien installées, à répondre aux clients pour toutes les équipes de plateau clients qui ont continué à domicile. Et en fait, ça a créé des choses complètement différentes. On a vu des choses qui sont apparues où en fait, c'était plus une personne qui était au service client, c'était quelqu'un qui était chez lui. On entendait éventuellement les enfants derrière qui appelaient papa, qui appelaient maman. On entendait les bruits de la maison et on avait des clients qui se sont retrouvés avec des interlocuteurs qui étaient des individus, qui n'étaient plus des représentants de la marque qui étaient en train d'appeler. Et là, on est passé d'une relation d'un client à une marque, relation d'un individu qui appelle un autre individu et qui essaye de trouver des solutions. Et ça a changé la relation, ça a changé la nature de la relation. Et on a on a vu dans des scores des choses qui ont évolué. Et on s'est autorisé quelque chose différemment. On s'est autorisé de montrer l'individu. Alors il faut pas, on reste dans un milieu professionnel, mais en tout cas voilà, on s'est autorisé cette relation humaine, véridique à ces moments. On a aussi les appels sortants qui ont pu être faits au tout début du confinement de certaines marques, probablement de certains d'entre vous ici.
juste pour appeler les clients pour dire vous allez comment. Ben là aussi, ça surprend en fait. Les clients se disent mais il m'appelle juste pour ça, pour savoir si je vais bien. Donc il y a de la surprise. On a cassé la routine, on a changé le sens de la relation. Il y a de la fierté pour le client de se dire mais il s'intéresse vraiment à si je vais bien. Il essaye pas de me proposer autre chose, il essaye pas de résoudre un problème, il a juste envie de savoir si je vais bien. Il y a de la fierté, il y a de la connexion évidemment. On n'est pas obligé de toujours faire les 4 épices, mais voilà, ce sont des petites choses comme ça qui, là c'était pas que des petites choses, mais qui peuvent améliorer. Autre élément ici, on est sur une marque d'achat en ligne. C'est un peu différent, mais c'est pour montrer qu'on peut avoir des choses complètement différentes. C'est une marque d'achat en ligne et on parlait tout à l'heure de ce côté jeu pour créer de l'élévation. Il y a beaucoup de choses autour de créer une tension, créer un petit suspense pour après avoir ce moment de ouf, ça c'est arrivé. Et là, c'est une marque d'achat en ligne qui, en fait, au moment où vous allez finaliser votre achat, il y a un système de jeu avec une roulette qui tourne et vous allez tomber sur une remise possible. Et donc, voilà, vous ne savez pas avant d'arriver à la fin de votre achat quelle remise vous allez avoir, mais vous allez pouvoir vous retrouver avec, voilà, vous tirez et vous avez une remise possible. C'est une autre façon d'aborder les choses, d'aborder la relation et de repenser le point. Là, je te laisse décrire celui-ci. Oui, alors là, c'est faire partie d'une communauté de fans. Peut-être que vous la connaissez si vous avez une Dacia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une Dacia. Mais effectivement, chez Renault, depuis 2008, ils ont créé une communauté et un événement avec un grand pique-nique dans lequel 10 000, alors c'est limité, une question de pride, il faut faire partie des 10 000 qui peuvent venir participer à cet événement. Donc un énorme pique-nique avec des animations, beaucoup des concerts. Et donc ça a lieu chaque année. Et donc effectivement, les gens partagent leur passion de l'automobile Dacia et puis la marque fait découvrir les futurs modèles. Donc c'est vraiment un moment de connexion, d'élévation aussi pour cette communauté de fans Dacia. Alors je sais, pour avoir discuté avec des gens hier, que ça se fait aussi chez d'autres marques. Je peux la citer. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, donc ça, c'est des choses qui existent et peut-être chez vous également, mais donc c'est quelque chose de très important. Voilà. Je vais pas vous décrire celui-ci. On parlait tout à l'heure du pride, de réussir à je l'ai fait. C'est effectivement vous réparer vous-même. Vous êtes accompagné avec un système de vidéo pour réparer vous-même. Alors c'est plus durable, etc. Et en plus c'est moi qui ai réparé mon lave-vaisselle. On est quand même drôlement fiers. On vous avait dit qu'on allait vous faire travailler. Est-ce qu'il n'y a pas de raison? Alors petit quiz. Est-ce que vous considérez qu'en général, vous faites, vous, de l'épique avec vos clients? Je vous dis, il y a plein de choses qui sont faites de façon extrêmement spontanée et inconsciente parce que, heureusement, nous sommes des êtres émotionnels et nous utilisons les émotions dans tout ce que nous faisons. Donc, est-ce que vous avez le sentiment de créer ces petits moments, ce supplément d'âme, de mettre des épices dans les relations que vous pouvez avoir avec vos clients? Oui? Plutôt oui. Plutôt oui. J'ai des têtes qui font plutôt oui. On est oui, un peu oui tout le temps. Pas assez, j'entends. Pas assez. Qui pense pas assez? Si vous pouvez lever la main, juste pour voir. On n'en fait jamais assez. Il faut pas mettre de l'émotion tout le temps. Il faut pas mettre toutes les épices. C'est comme les plats. Hein. Si vous faites de la nourriture avec toutes les épices, on perd le goût, on est perdu, on comprend plus. Faut réussir à avoir le bon dosage, la bonne épice, au bon moment. Fabienne le disait tout à l'heure, hein, il y a des moments pour ça. Il y a des moments où on arrive à ancrer encore plus le geste qu'on va faire. Pas nécessairement un geste commercial, encore une fois. Donc, des moments signatures. Des moments signatures, pour qu'on sache qu'effectivement, c'est quelque chose qui est emblématique d'une marque, d'une relation. Et est-ce que vous savez à quel moment il faut créer ces petits moments de rupture, ces petits moments d'insight dans les relations que vous avez avec vos clients? Est-ce que
Est-ce que ces moments clés sont aujourd'hui identifiés ou pas? Ça a l'air d'être un petit peu moins clair. Un peu moins? Quelques-uns? Donc voilà. Et bien comme ça, vous allez pouvoir faire un peu plus. Dès que vous aurez trouvé ces bons moments. Et comme on aime bien chez BVA les fins, parce que vous avez vu la règle du pick end, on avait envie de finir par une petite vidéo qui est très simple, mais qui, aujourd'hui, peut-être que vous vivez des moments comme ça dans les transports de plus en plus, mais enfin, elle date de quelques années et elle illustre parfaitement ce qu'on peut faire de manière très simple pour faire vivre des bons moments de connexion à des clients. Mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. En préparation de décollage, veuillez redresser votre siège et votre tablette. Il y a au total 8 secours, soit 4 lots de sortie au milieu de la cabine au-dessus des pales, 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre siège ainsi que l'emplacement de votre sortie. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Tout d'abord, donc peut-être pour faire l'introduction et faire le lien avec les thématiques de ce matin, faire un petit rappel sur le marché de l'assurance et sa particularité. C'est très atypique comme marché, puisque sur l'assurance, vous savez, vous payez d'abord un potentiel service. J'ai un potentiel service, parce que si vous n'avez pas de sinistre, vous n'avez pas de prestation, vous n'avez pas de service derrière. Donc on voit que l'assurance, c'est un petit peu particulier. Vous payez quelque chose que vous n'êtes pas sûr d'avoir. Et si je prends par exemple l'exemple d'une célèbre marque tech avec une pomme croquée, vous savez, quand ils sortent un nouveau produit, vous avez des clients qui font la queue la veille, qui dorment devant le magasin, etc. et qui le lendemain sortent avec une espèce d'hystérie d'avoir acheté le nouveau produit. Sur l'assurance, j'ai essayé de regarder un petit peu, j'ai rarement vu des assureurs dormir devant l'agence d'assurance la veille pour se dire le lendemain, chouette, j'ai le nouveau contrat auto que vient de sortir mon assureur. Donc on voit que l'achat, alors ça viendra peut-être, hein, on espère, on court tous après, l'achat d'assurance, on le qualifie rarement d'achat plaisir. L'effet waouh, il arrive souvent lors d'un moment qui était plutôt le moment un peu désagréable, hein, qu'on a vu tout à l'heure, c'est lors d'un sinistre. Donc même s'il y a un effet waouh sur la gestion de sinistre, il est souvent atténué par le fait que le sinistre, c'est pas une période très rigolote dans mon parcours client. Quand on a dit tout ça, l'open assurance, finalement, on pourrait dire que c'est une manière de rendre moins désagréable, de rendre moins compliqué la distribution de l'assurance, en s'appuyant notamment sur des partenaires qui, eux, ont accès à des moments de vie clés. Ce qu'on n'a pas forcément dans l'assurance, parce que souvent, l'assurance, elle arrive à la fin du parcours d'achat, voire carrément après. J'achète ma voiture, j'achète ma maison. Bah, une fois que je l'ai acheté, je vais me dire, ah oui, tiens, en fait, il faut que je l'assure. Donc, je vais appeler mon assureur et puis là, je vais assurer mon bien. Mais je ne le fais pas en amont ou pendant l'achat. Donc, l'open assurance, assurance comme un service. Alors, pourquoi la Maïf s'est lancée sur une stratégie d'open assurance et comment? Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Il y a, dans la décennie précédente, avec notamment l'essor de l'économie collaborative. Je pense que vous connaissez tous un petit peu l'économie collaborative, les plateformes à l'usage. Donc, c'est une économie dans laquelle la Maïf s'est fortement impliquée, avec notamment de l'exploration. L'exploration, tout simplement, pour aller voir, comprendre ces nouveaux usages, comprendre les attentes des clients de ces nouvelles plateformes, et puis de permettre une acculturation aussi du groupe Maïf sur ces nouveaux usages et ce nouvel écosystème. Pivot assurance, clairement, il a fallu qu'on fasse un petit pas de côté par rapport à nos offres d'assurance classiques. C'est pas forcément une assurance auto à l'année, une assurance habitation à l'année, mais on va être plus sur des besoins temporaires. Donc, sur de l'usage, je loue un véhicule pour la journée, bah, je n'ai pas besoin d'être assuré toute l'année, j'en ai juste besoin pour ce moment d'utilisation de l'objet pour mon service de mobilité. Donc, il a fallu qu'on crée des offres plus innovantes, des offres plus sur mesure et qui sont surtout au plus près des usages des clients de ces plateformes. Transformation cœur de métier, chaîne de valeur. Quand vous mettez un grand groupe comme la Maïf qui a 8000 salariés à peu près,
qui doit travailler avec une startup qui a 20, 30 salariés, en termes d'agilité, on n'est pas tout à fait sur la même temporalité. Si on demande à la startup de modifier son parcours client, en gros, 2 heures après, le parcours est modifié. Si la startup nous demande de modifier le parcours client, on va mettre un petit peu plus que 2 heures. Donc, changement de cœur de métier, il faut faire preuve d'une vraie agilité. Et puis, on a aussi dû adapter, en tout cas, nos conseillers ont dû adapter aussi leur métier, puisqu'il faut aller au-delà, finalement, des garanties classiques du contrat d'assurance. Je vais vous prendre 2 exemples qu'on a déployés à la Maïf. Le premier, sur l'assurance habitation. Quand un sociétaire nous appelle, c'est des choses qui ont dû certainement vous arriver aussi. Vous claquez la porte de votre appartement et là, vous vous trouvez bien seul sur le palier avec les clés qui sont à l'intérieur. Vous appelez votre assurance et là, on va vous dire « Je suis désolé, monsieur, malheureusement, ça ne fait pas partie du contrat d'assurance, donc je vous invite à contacter un serrurier. » Avec une start-up partenaire, on a pu mettre en place une solution d'aide et d'accompagnement de nos sociétaires. C'est toujours pas pris dans le contrat d'assurance, hein, ça reste quand même financièrement à la main de notre sociétaire. En revanche, là où le conseiller lui disait contactez un serrurier, il va lui proposer, moi je peux vous contacter un artisan qui va vous recontacter sous 20 minutes et qui va intervenir dans les 2 heures. Et surtout, le déplacement et le devis de cet artisan sont gratuits. Donc si l'artisan arrive et lui dit en fait, il faut changer la porte et je peux rien faire pour vous, c'est 2 000 €, le sociétaire n'a rien à payer et peut refuser la proposition de l'artisan. Un deuxième exemple de transformation du cœur de métier, c'est toujours sur la gestion de sinistres. On avait mis en place un inventaire digital. Donc, en fait, le sociétaire pouvait renseigner tous les objets dans cet inventaire digital. Et lorsqu'il avait un sinistre à nous déclarer, le conseiller Maïf pouvait accéder à cet inventaire et puis lui dire en temps réel, l'estimation de votre bien, il est à peu près à temps, d'après tout ce qu'on peut récolter sur les différentes places de marché sur Internet. Et du coup, je peux vous proposer en immédiat, finalement, de vous rembourser cet objet. Donc, on avait tout de suite, dans le moment où le sociétaire nous appelle pour déclarer son sinistre, une proposition et surtout, on lui remboursait son objet et on venait vraiment répondre à son besoin. Donc, transformation cœur de métier, la chaîne de valeur aussi. Alors, la chaîne de valeur, c'est surtout, et je vais embrayer derrière sur l'intermédiation, la chaîne de valeur, c'est finalement déléguer une partie de la distribution des offres d'assurance. Alors, on l'a vu ici sur un peu l'historique Maïf sur l'assurance collaborative. Finalement, on faisait des offres très spécifiques. Mais là, on va pouvoir finalement passer une étape supplémentaire et déléguer une partie de la souscription de nos offres classiques. Donc, vraiment, les offres standards de la Maïf. Alors, quand on parle de délégation, on parle d'intermédiation et on parle aussi de désintermédiation. C'est ce qui fait un petit peu peur aux assureurs. Désintermédiation, c'est j'ai l'assureur, j'ai mon client, et puis j'ai un tiers qui va se mettre entre les deux et qui va dire à l'assureur, la relation avec le client, c'est moi qui vais l'avoir. Alors, enjeu ou menace? La menace, elle est bien évidemment sur le fait que l'assureur peut perdre finalement la relation avec le client final. Il peut être banalisé quelque part, c'est un service autour d'un objet et ça devient complètement dépendant du parcours d'achat du partenaire. Et finalement, l'assureur demain, il pourrait être là juste pour payer les sinistres et puis point barre. Les enjeux et surtout les opportunités pour les assureurs, parce qu'il faut plutôt le voir comme ça, c'est d'aller chercher des nouveaux marchés auxquels on n'a pas accès par nos canaux traditionnels. Téléphone, les agences, on a certains marchés qui nous échappent. Et les plateformes, notamment, vont pouvoir nous permettre d'aller chercher ces nouveaux publics. Alors, juste peut-être pour vous rappeler, avant de passer sur ça, quelques chiffres sur l'intermédiation. Je ne sais pas si vous connaissez l'ORIAS. L'ORIAS, c'est un organisme en fait, qui donne des agréments et qui autorise à distribuer de l'assurance. En gros, on a les courtiers, les assureurs, et puis on a les intermédiaires d'assurance. Depuis 2016, tous les ans, il y a 10% d'intermédiaires d'assurance en plus d'inscrits à l'ORIAS. Donc depuis 2016, c'est 10% de plus, potentiellement donc des concurrents des assureurs, en tout cas qui peuvent venir désintermédier les assureurs. Et sur ce marché-là, on attend d'ici 2026 à plus 30% d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc il y a un réel enjeu sur ce marché-là. Pour info, hein, les intermédiaires qui s'inscrivent à l'ORIAS aujourd'hui, il y a 3 verticales, 3 acteurs, sont des acteurs de la mobilité, des acteurs énergéticiens et des acteurs du tourisme. Donc on voit qu'il y a un marché qui bouge beaucoup, qui se cherche encore, mais qui bouge beaucoup.
et qui est accentuée, je ne vais pas vous l'apprendre, par la digitalisation très forte qui permet du coup aux plateformes d'accélérer sur certains. Alors, je vous ai mis 3 verticales ici, hein, il y en a d'autres, c'est pas exhaustif. La digitalisation, pardon, je vais me boire un petit verre d'eau en même temps. La digitalisation, elle permet en fait d'accélérer sur l'usage versus sa propriété. Merci beaucoup, c'est gentil. L'usage, notamment sur la mobilité à l'usage, on voit bien que ça change un petit peu. Pour info, sur le 2021, merci beaucoup. Sur 2021, on a eu plus de la moitié des immatriculations de véhicules neufs qui sont faites en leasing, LOA, LLD, abonnement auto. Donc on est plutôt sur des gens qui sont en train de prendre de la location de leur objet de mobilité, non plus un achat de l'objet. La mobilité à l'usage, hein, notamment si on tire un petit peu le trait, je vais faire un tout petit écart par rapport à la présentation. Elle peut répondre à un vrai paradoxe qu'il y a sur le marché de l'auto, où en fait, l'achat du véhicule, l'achat de votre véhicule, il est souvent contraint par la fréquence d'utilisation la plus faible du véhicule. Je m'explique, vous allez acheter, alors en France, c'est surtout le SUV qui marche bien, donc un véhicule de 4-5 personnes, qui peut faire, alors il est hyper agréable pour faire des longs trajets, mais en fait, vous allez faire dans l'année 2 à 3 trajets de plus de 500 km avec 4 ou 5 personnes à bord du véhicule. Ce qui veut dire que dans 90-95% du temps, votre véhicule, il va transporter une seule personne sur les trajets de moins de 10 km. Si je fais une petite translation de ça sur le marché de l'immobilier, alors je vais être un petit peu provocateur exprès, mais c'est comme si vous achetiez des maisons, des appartements, et vous exigiez d'avoir 8 chambres dans la maison, dans l'appartement, parce que 2-3 fois dans l'année, vous allez recevoir des invités, des amis, de la famille, et vous souhaitez qu'ils dorment à la maison. Bon, on achète rarement finalement des maisons qui ont 8 chambres, alors que sur le marché de la mobilité, on voit bien qu'il y a vraiment une particularité très forte auquel l'usage pourrait demain répondre, parce que finalement, vous pourriez avoir une toute petite voiture pour vous déplacer, et puis sur les trajets pour aller en vacances, l'été, à Noël ou au ski, vous allez pouvoir passer sur un véhicule plus gros. C'est notamment un usage auquel essaye de répondre l'abonnement auto. L'abonnement auto, vous savez, vous prenez un véhicule pour 4, 5 mois, 6 mois, puis vous pouvez changer de véhicule gratuitement. Donc vous pouvez adapter finalement l'objet à vos déplacements. Ça, c'était le premier point. Sur la contextualisation, c'est le gros point fort des plateformes, en fait. Elles peuvent recontextualiser l'assurance. C'est ce que nous ne pouvons pas faire, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive en bout de chaîne finalement, après l'achat. Là, les plateformes, elles sont au moment de l'achat. Donc la personne, par exemple, vous achetez votre maison, eh bien, vous êtes au moment où vous êtes en train de réfléchir, la plateforme peut pousser l'assurance à ce moment-là. Donc elle arrive au bon moment dans le parcours du client. Ça, c'est la contextualisation. Et puis l'expérience, donc là, c'est toute la maîtrise qu'ont les plateformes de la data, de leur connaissance client, de la connaissance du marché. Je vais le recontextualiser avec un exemple très simple. Prenez une plateforme de location de biens immobiliers. La plateforme connaît les logements, elle connaît ses clients. Sur les logements, elle va avoir la surface, elle va avoir le nombre de pièces, elle va avoir l'adresse. En fait, elle va avoir 90% à minima des données pour faire la tarification du contrat d'assurance. Donc, elle peut proposer à ses clients, qui va cliquer sur une annonce immobilière qui l'intéresse, lui proposer en live le prix de l'assurance pour ce bien immobilier, puisqu'elle a toutes les infos. Donc, elle arrive pile poil au bon moment. Et c'est beaucoup plus simple pour le client, donc elle offre une vraie simplicité, parce que si vous ne faites pas ça, le client il est obligé de repartir sur le site de son assureur, et là, il va ressaisir l'adresse du logement, la superficie, le nombre de pièces, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai gain aussi pour l'utilisateur de proposer le bon service au bon moment, au bon endroit. Donc, usage, contextualisation, expérience, on voit bien que le marché est en train de bouger et se prête très facilement à l'open assurance, à l'assurance comme un service, donc qui vient vraiment s'intégrer à des parcours et qui vient s'intégrer au bon moment, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, nous, par nos canaux classiques. Alors, comment on a déployé ça côté Maïf? On a dû répondre à 3 grandes questions en interne. Alors, des questions d'ordre marketing, des questions d'ordre organisationnel, et puis des questions d'ordre, j'ai envie de dire, culturel, d'image, notamment avec l'image de marque de la Maïf. Sur le premier volet, marketing, j'ai résumé ça en API as a product, donc API comme un produit. On s'est appuyé finalement sur la technologie des API, qui est vraiment la technologie qui est attendue par les partenaires aujourd'hui intermédiaires d'assurance. Elle a le mérite en fait de simplifier énormément l'assurance pour le distributeur. C'est uniquement du code informatique
et elle va parler avec le SI de l'assureur. Donc finalement, on donne la simplicité de distribution auprès du partenaire et nous, on garde, côté assureur, la complexité du produit d'assurance avec le moteur tarifaire, avec la gestion de sinistre, etc. Donc les API, on a côté Maïf, alors je peux vous prendre un exemple peut-être, je pense qu'en timing, pour l'instant, je suis pas trop mal. Je vais vous prendre un exemple concret. On a lancé donc l'Open Assurance début 2022 à la Maïf. On a un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Odopass. Odopass, c'est de la sécurisation de la transaction de véhicules entre particuliers. Donc, il met en contact finalement l'acheteur et le vendeur du véhicule. Et il va sécuriser cette transaction. Donc là, c'est vrai que si on démarche l'acheteur à ce moment-là sur l'assurance, on arrive vraiment au bon moment, puisque l'acheteur est en train d'acheter son véhicule. Donc, on peut lui proposer le produit d'assurance au bon moment. Pour info, 60% des Français pensent que le bon moment pour se faire prescrire un produit d'assurance, c'est au moment de l'achat du véhicule. Donc avec Odopass, on est pile poil dans le bon moment. Et ce qu'on a fait avec les API, c'est qu'Odopass réalise complètement le devis de A à Z sur son site. Donc il n'y a pas de décrochage du client Odopass sur le site maif.fr. Il reste sur Odopass et il fait son devis Maif sur Odopass. Et quand il valide son devis, il va être enregistré automatiquement dans un espace de prospect sur maif.fr. Et il pourra aller à sa guise le consulter et souscrire si demain il est intéressé par ce produit-là. Alors aujourd'hui, les parcours API côté Maif, ils s'arrêtent au niveau du devis, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à la souscription. On a il y a 4 parcours possibles. On en a 3 qui sont disponibles, sont la recommandation, la simulation, qui est un devis simplifié. Alors c'est vrai que la simulation est assez intéressante pour ce genre de partenaires qui veulent aller vite. Le devis, donc là on a vraiment une offre tarifaire. Et puis après il y a la souscription. Aujourd'hui la Maif ne va pas jusqu'à la souscription du produit auprès de ses partenaires. Il faut que le sociétaire, le prospect qui n'est pas encore sociétaire, il faut qu'il vienne sur maif.fr ou qu'il recontacte une agence ou un centre téléphonique pour souscrire son produit. Donc on a mis en place des API, on a mis en place une équipe dédiée, donc avec notamment des développeurs au sein de cette équipe, un responsable produit, un responsable business, qui nous permet en fait d'avoir une grande réactivité auprès des partenaires qui passent par nos API. On peut avoir un accompagnement quasi personnalisé pour les partenaires. Et puis, on a mis des outils en place pour nos partenaires. Il y a un portail API qui existe, qui est accessible à tous. Vous tapez API Maif sur Internet, vous allez tomber dessus. Ce qui permet de voir et d'ouvrir nos API. On montre exactement comment sont faites nos API, ce qu'il y a dedans. Alors, tout le monde ne peut pas s'en servir. Il faut après, pour vouloir essayer de jouer un petit peu avec, comme disait le développeur, il va falloir demander un compte. Donc là, nous, on valide ou pas le compte. J'y reviendrai tout à l'heure sur notamment la singularité. On ne travaille pas avec tout le monde, en fait. On est obligé de sélectionner nos partenaires par rapport à l'image de la Maif. Le deuxième point, qui était plutôt des questions d'ordre organisationnel pour déployer de l'Open Assurance, le point principal, c'est qu'il faut que toute l'entreprise soit alignée. Si vous n'avez pas toute l'entreprise avec vous, ça va être très compliqué de mettre en place de l'Open Assurance. Il faut que la DSI, le département informatique, soit aligné. Il faut que le marketing soit aligné. Il faut que la conformité soit alignée. Il faut que la DAF soit alignée, parce qu'il y a du commissionnement, bien évidemment, à reverser à vos partenaires. Donc, c'est le point le plus important. Il faut qu'il y ait un alignement interne parfait. On a mis aussi en place une démarche qui s'appelle API by Design, c'est-à-dire que chaque nouvelle offre qui est réfléchie à la Maif, qui commence à être créée, intègre d'entrée l'APIisation. Donc aujourd'hui, toute nouvelle offre qui va sortir à la Maif, elle a été dès sa conception prévue pour être APIisée et pour être sortie en API, pour être distribuée par des partenaires. On a même été plus loin avec notre filiale Altima Assurance. On a créé un produit qui est 100% digital et surtout qui se distribue uniquement par des partenaires. Il s'agit d'une assurance sport. Cette assurance sport, on ne la distribue pas par la Maif, par les canaux traditionnels. Altima ne la distribue pas non plus. C'est uniquement des partenaires du milieu sportif qui vont la distribuer. Donc c'est une offre 100% API. Donc API by Design, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai oublié aussi, il y a un côté quand même très important qui est le côté réglementaire. Notamment en assurance, on a ce qu'on appelle les dossiers GSP. Alors GSP, c'est gouvernance, surveillance, produit. En fait, ça oblige l'assureur à bien préciser à qui s'adresse son produit, à quelle cible, et qu'il répond bien aux attentes et aux besoins de cette cible. Donc là, quand on va distribuer par des intermédiaires, nos produits, on est obligé de modifier ces dossiers GSP. Donc il y a un aspect conformité à prendre en compte. Et puis bien évidemment, il faut aussi s'assurer que le partenaire ne fait pas rentrer n'importe quel profil de risque. Il doit respecter les règles de souscription de nos contrats. On n'adapte pas les contrats Maif
à nos partenaires sur l'intermédiation. Ce sont vraiment les contrats Maïf. Si vous passez par une plateforme, vous aurez la même offre, les mêmes garanties que si vous appelez la Maïf ou que si vous passez dans une agence Maïf. Et puis le dernier point sur la singularité, c'est le côté culturel. La valeur de l'image de marque Maïf est très forte. Cette valeur-là, elle est respectée parce que nous prenons une attention particulière à la sélection de nos partenaires. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Typiquement, on n'ira pas travailler avec des plateformes qui vont faire du VTC ou de la livraison de courses. Je ne vais pas les nommer, mais je pense que vous voyez qui c'est. On ne peut pas travailler avec ce genre d'acteurs. Donc, il y a une sélection très forte de nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment la singularité. Et on l'a aussi sur notre politique partenariale, au travers cette nouvelle approche API. C'est un nouveau canal de distribution. Eh bien, l'approche partenariale Maïf, elle est aussi porteur de l'ADN Maïf. C'est-à-dire qu'on met tout ce qui est transparence, confiance au service de la satisfaction de nos partenaires. On a même mis des baromètres de satisfaction auprès de nos partenaires qui distribuent l'assurance. Et comme ça, régulièrement, tous les 3 mois, ils peuvent revenir vers nous et on peut voir ce qui ne va pas dans la relation avec eux, comment on peut encore mieux les accompagner, comment on peut nous s'améliorer dans notre proposition de valeur pour nos partenaires. Et du coup, j'ai fait le tour. Je pense que voilà, j'ai dû respecter le timing. Merci beaucoup pour votre attention.